Madame, Monsieur, je suis heureuse de vous retrouver pour décrypter ensemble l'actualité internationale de la semaine. Les présidents russes, turcs, iraniens étaient en conclave cette semaine à Sochi. Ils ont évoqué l'avenir de la Syrie. Peu avant cette rencontre tripartite, le président russe Vladimir Poutine a reçu en audience Bachar al-Assad. Sur le dossier syrien, la victoire militaire russe se déploie déjà sur le champ diplomatique. Une autre action militaire saluée cette semaine, l'armée zimbabwéenne a joué un rôle important dans la transition au pouvoir. Depuis ce vendredi, Emmerson Mnangagwa préside aux destinées de son pays. Il succède au père de la nation, Robert Mugabe, mardi dernier, sous la pression des siens, a démissionné de son poste de président de la République. Cette deuxième thématique fera l'objet d'un entretien avec le docteur Marc Eodo. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, juste après, un tour dans le monde. Brexit, la question irlandaise menace de bloquer les négociations. Membres de l'Union européenne et rattachée au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord serait la première victime potentielle du Brexit. En effet, avant d'entamer les négociations sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les 26 autres membres exigent des éclaircissements sur la gestion des frontières avec l'Irlande du Nord. Le monde qui bouge, c'est une mouture de Philippe, Roger et Sama. L'Irak a lancé jeudi dans son désert occidental l'ultime bataille pour éradiquer le groupe État islamique après 3 ans d'occupation de plus du tiers du territoire de ce pays par cette organisation djihadiste. C'est à l'issue de cette bataille que le Premier ministre Haider al-Abadi devrait annoncer la défaite totale en Irak du groupe ultra-radical sunnite qui, en 2014, a mis en mal l'existence de cet État. Après avoir perdu ces derniers mois toutes les villes sous leur contrôle, les djihadistes se trouvent acculés dans une vaste région désertique à l'ouest, près de la frontière syrienne. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a rendu son jugement, le dernier de son histoire, contre le général Ratko Mladic, principal responsable des crimes commis pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Le chef militaire serbo-bosniaque a été condamné à la prison à vie mercredi. Il a en effet été reconnu coupable des crimes contre l'humanité pour la politique d'épuration ethnique initiée en Bosnie et pour le massacre de Srebrenica commis en juillet 1995 notamment. Aujourd'hui âgé de 75 ans, Ratko Mladic a dirigé les forces armées de la République serbe de Bosnie de 1992 à 1995 pendant la guerre de Yougoslavie qui a fait près de 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés. Le premier ministre libanais Saad Hariri a regagné le Liban en semaine et a accepté de suspendre sa démission à la demande du président Michel Aoun qui n'avait pas accepté cette démission. Hariri a été porté en triomphe par le peuple libanais à son retour et a aussitôt pris part à la parade militaire du 22 novembre organisée à l'occasion de la fête nationale libanaise. En diplomatie, le président soudanais Omar el-Béchir, toujours sous le coup de 2 mandats d'arrêt internationaux, a rencontré le président russe Vladimir Poutine jeudi à Sochi. Pour sa première visite en Russie, visite essentiellement économique du reste, l'homme fort du Soudan a profité pour demander à son homologue russe la protection de son pays contre les actes agressifs des États-Unis, a-t-il déclaré. Il a aussi sollicité le renforcement de la coopération militaire avec la Russie. Cette visite intervient, faut-il le rappeler, après la levée par le président Trump de certaines sanctions américaines prises contre le Soudan depuis 1997. L'espoir de retrouver les survivants du sous-marin argentin San Juan est quasi nul, après l'annonce vendredi dernier qu'il aurait été victime d'une explosion causée par un avarie de son circuit électrique. Les recherches pour le localiser se poursuivent cependant au milieu du désespoir des familles des 44 membres de l'équipage à bord.
La dernière localisation de ces submersibles a été donnée à 400 km des côtes argentines. C'était après une opération de surveillance et de patrouille. Il était en train de regagner son port d'attache, la base navale de Mar del Plata. De nombreux Africains, chefs d'État, personnalités, vedettes et anonymes ont exprimé leur indignation suite à un reportage de la chaîne CNN montrant un marché d'esclaves en Libye. Tripoli a ouvert une enquête. Au-delà de cette colère justifiée par les manifestants, les actes inhumains de certains passeurs en Libye suscitent déjà de nombreuses interrogations. Le regard du docteur Henri Teco. Je pense qu'à partir de cette actualité, on peut dégager deux principales observations. La première est celle d'une colère et d'une indignation hypocrite de la communauté dite internationale qui, en 2010 et 2011, s'était montrée très soucieuse de l'avenir du peuple libyen en brandissant la démocratie comme une panacée et qui, bien après, s'est presque retirée de la vie de ce peuple. De l'autre côté, on a une colère et une indignation par procuration de certains Africains qui préfèrent toujours s'inscrire dans une logique de réaction au lieu de s'inscrire dans une logique de préaction, d'action ou de proaction. Je pense qu'il est important aujourd'hui de restituer cette actualité dans le contexte actuel de l'Afrique parce qu'on peut se poser la question comment, au moment où des investisseurs s'organisent pour investir et s'investir en Afrique, que l'on ait parallèlement des jeunes qui vont plutôt ailleurs rechercher des meilleures conditions de vie, alors qu'on sait aujourd'hui que l'Afrique est le continent de l'espoir, le continent d'espoir et le continent de tous les espoirs. Quand on essaie de regarder l'ancrage social de cette pratique, on se rend compte que dans certains contextes socioculturels, il y a des éléments qui prédisposent les membres du groupe social à avoir un penchant pour cette pratique qui est non seulement reconnue par ceux qui subissent cela comme relevant d'une volonté divine, mais qui est exercée par un certain nombre d'individus qui estiment que du fait de leur naissance, ils ont une certaine ascendance sur d'autres individus. Spécifiquement pour le cas en question, la solution consisterait à redonner au peuple libyen un État, une nation et une patrie, pour que ce territoire ne serve plus de lieu à de telles pratiques. Et maintenant, en ce qui concerne les jeunes Africains, il faut dire qu'on ne peut rien faire pour empêcher cela, parce que la ruée vers l'or fait partie de l'instinct de l'homme. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous pouvez placer un homme, il aura toujours envie d'en avoir plus. Et le plus important est donc, au niveau de chaque pays, de pouvoir implémenter des politiques qui fassent rêver les jeunes, des politiques qui donnent plus de possibilités aux jeunes d'innover, de créer, afin de se sentir utiles et de gagner utilement leur vie. Ces jeunes qui y vont ne sont ni statistiquement représentatifs de la jeunesse africaine, ni significativement représentatifs. Il s'agit d'une minorité qui n'est peut-être pas négligeable, mais d'une minorité qui ne devrait pas amener à revoir forcément les politiques, puisque dans la plupart des pays africains, il y a de plus en plus de politiques en faveur des jeunes. Il y a de plus en plus des initiatives qui sont impulsées à la fois par les dirigeants et même par les organisations internationales. On sait bien que l'Union européenne a plusieurs fois lancé des programmes visant à faciliter le retour des jeunes migrés, visant à faciliter leur réinsertion dans leur pays. Donc cela ne doit pas forcément amener à revoir toute la politique de gestion des cités, parce que ce n'est qu'un épiphénomène, même s'il s'agit d'un drame humain et d'une tragédie humaine. Il a fini par lâcher les rênes du pouvoir sous la pression de son propre parti politique, de l'opposition et surtout sous la contrainte de l'armée. Le père de l'indépendance du Zimbabwe, Robert Mugabe, a démissionné de son poste de président de la République mardi dernier. Son défunt, Emmerson Mnangagwa, préside aux destinées du Zimbabwe depuis ce vendredi 24 novembre 2017. Une transition qui s'est faite
sans effusion de sang. Pour évoquer la nouvelle ère politique, je reçois le docteur Marc Luciano Ewudo, politologue et enseignant à l'université. C'est exact, madame. Voilà, merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer l'après Robert Mugabe et pourquoi pas de questionner le mode d'accès de l'actuel président de la République, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez été surpris par l'enchaînement des événements au Zimbabwe depuis la mise en résidence du président Robert Mugabe? Surpris, je ne l'ai pas été du tout. C'était évident qu'une fois que l'armée s'est emparée du palais, des lignes allaient bouger, allant vers la sortie honorable de M. Robert Mugabe, qui a servi son pays pendant 37 ans. Donc, je crois que l'armée, en mettant M. Mugabe en résidence surveillée, devait entamer les négociations pour donner une coloration légitime à la sortie de M. Mugabe, raison pour laquelle elle a donc impliqué que ce soit le peuple en canalisant les actions de ce peuple-là pour une sortie sans effusion de sang. On a pourtant cru à un moment donné, je ne vous coupe pas, docteur, que cette attente était si longue parce qu'avant la lettre de démission, on a vu à travers le petit écran un président plutôt serein, tenace, et puis paf, quelques jours plus tard, il a fini par céder à la pression des siens. Et du coup, c'est un panafricaniste. Estime que l'acte posé par Robert Mugabe mérite suffisamment d'être relevé pour que son nom aujourd'hui puisse se retrouver au panthéon de l'histoire africaine. Je crois que l'acte de M. Mugabe a salué à sa juste valeur, d'autant plus qu'il a épargné son peuple du bain de sang et qu'il a pris conscience du danger que lui encourait. Parce que déjà dimanche en soirée, lorsqu'il entre samedi et dimanche, c'est-à-dire lorsque vous suivez le film des événements, il y a le Parlement qui décide de déchoir son mandat de chef de parti. C'est-à-dire cette déchéance-là est assortie des éventuelles poursuites judiciaires à son encontre, lui et son épouse et des faucons de son régime. Je crois qu'avec le temps, il a pu prendre conscience du danger qu'il encourait lui-même. Et vous savez, ce n'est pas évident de finir ses jours dans une cellule comme M. Gbagbo de l'autre côté de la CPI. Donc je pense que c'est un acte à saluer à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'il a prouvé qu'il était celui-là qui incarnait encore ce qu'on peut vite qualifier aujourd'hui de panafricanisme, madame. Oui, qui était finalement ce Robert Mugabe? On sait qu'il a joué un très grand rôle pour libérer son pays, la Rhodésie à l'époque. Quels sont les faits d'armes que nous pouvons retenir de Robert Mugabe? Robert Gabriel Mugabe était l'un des derniers Mohicans du combat contre l'apartheid et même du combat contre le colonialisme. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est né dans les années 20, c'est-à-dire qui a grandi, il a fait ses études en Afrique du Sud, où il a bénéficié des concours, des bourses pour aller apprendre les cours du marxisme en Chine. À son retour, il a été enseignant, il a formé pas mal d'élites au Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie du Sud. Par la suite, il a créé son parti dans les années 1964. L'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique la ZANU-PF, il a mis la ZANU-PF en place avant d'aller au maquis, lequel maquis va durer une dizaine d'années. Il a également été aussi prisonnier pendant une bonne période de sa vie et il réapparaît à partir des années 76. Et je crois qu'à partir des années 76, c'est-à-dire il sort du maquis, le gouvernement de M. Ian Smith, c'est-à-dire l'ancien premier ministre de la Rhodésie, entre dans les négociations avec lui, lesquelles négociations vont aboutir aux accords de Lancaster House de 1980. C'est donc à partir de là que M. Robert Mugabe est désigné Premier ministre. Par la suite, il va prendre les rênes du pouvoir en 1987 et de 1987 jusqu'en 2017. Il sera élu à plusieurs élections présidentielles, même si ces dernières ont été contestées
et ont généralement... Celle de 2008. 2008 contre M. Morgan Tsvangirai a été du fortement MDC. contesté. Donc, oui, merci madame, ça a été bel et bien contesté. Donc c'est quelqu'un, du point de vue humain, il laisse une œuvre incontestable dans l'histoire du Zimbabwe, c'est-à-dire la sortie de ce peuple du joug, de la colonisation jusqu'à l'indépendance. C'est quelqu'un qui, une fois arrivé aux affaires, a mis en place, c'est-à-dire un forum de réconciliation nationale. C'était inédit dans les années 1980 en permettant à M. Ian Smith de rester au Zimbabwe. Effectivement. Voilà, aujourd'hui, il a donc passé la main et dans cette alternance au plus haut sommet de l'État, on a noté une action cruciale de l'armée et d'aucuns estiment que l'armée zimbabwéenne vient d'inaugurer une nouvelle forme de coup d'État, qualifiée déjà de coup d'État de deuxième génération. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous allez m'excuser de sombrer dans l'esprit de la science politique. Parce qu'en Afrique, on dénombre 3 types de coups d'État. C'est-à-dire qu'il y a les coups d'État instaurateurs de la démocratie, c'est-à-dire celle que M. ATT a fait au Mali dans les années 91. Il y a les coups d'État rectificateurs de la démocratie, le type de coup d'État organisé par M. Robert Gay dans les années 99, c'est-à-dire le fameux Papa Noël à Abidjan, où les militaires s'emparent du pouvoir. Et lorsque M. Robert Gay arrive aux affaires, il dit qu'il est venu balayer la maison Côte d'Ivoire. Et il y a les coups d'État de refus, c'est-à-dire le genre de coups d'État qui ont été menés par des hommes comme Amadou Sanogo du Mali en 2012. Dans le contexte zimbabwéen, faut-il parler de coup d'État de deuxième génération? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas eu effusion de sang. Je ne crois pas. Je pense plutôt qu'il faut parler de la révolution de palais. Parce qu'il y a 4 dévolutions de pouvoir, généralement en Afrique, et même partout ailleurs Et qu'est-ce qui caractérise dans la révolution du palais? La révolution du palais, c'est un monsieur qui quitte le pouvoir en laissant, c'est-à-dire ces fils putatifs de la politique, continuer le règne. C'est-à-dire c'est du genre aujourd'hui, on a souvent l'habitude de dire au village, lorsque la mangouste s'en va, si la mangouste décède, c'est comment dirais-je, le margouillat qui reste avec le sac de cola. Donc c'est en quelque sorte une succession de père en fils, mais sauf qu'ici, le lien n'est pas biologique. Donc cela signifie que ces querelles du palais-là ressemblent un peu à cette succession où qui est connu à l'avance. On n'est pas dans le cas du feu président Yves Houphouët-Boigny qui disait, lui, Baoulé, il ne veut pas voir son successeur, effectivement. Voilà. La révolution du palais, c'est en quelque sorte des arrangements qui sont faits au départ. C'est-à-dire, nous sommes des alliés politiques, on a mené un combat pendant une bonne période et lorsque mon moment arrive de s'en aller, je vous laisse la faire. Mais sauf que cette fois-ci, dans le cas zimbabwéen, la relation de convivialité, les relations d'amitié entre M. Mnangagwa et M. Mugabe n'étaient plus au top. Donc en réalité, l'armée, M. Mnangagwa a utilisé donc l'armée. Et cette armée a dû user des méthodes soft. Justement, puisque vous parlez de l'action de l'armée, on a constaté qu'au départ, cette action est illégale et que l'armée s'est appuyée sur le peuple pour mener finalement une action légitime. Effectivement, l'armée zimbabwéenne a pris conscience de l'évolution de l'actualité politique en Afrique. Depuis 1999, avec la déclaration d'Alger qui a été entérinée par la déclaration de Lomé de 2000. C'est-à-dire les coups d'État ne sont plus autorisés. La déclaration de 2000 a été aussi reconnue dans la charte africaine, la démocratie, les droits de l'homme et des élections. La gouvernance également qu'on appelle la CADEC de 2007. C'est-à-dire tout gouvernement anticonstitutionnel est banni, que ce soit les coups d'État, que ce soit les modifications opportunistes de la Constitution qu'on observe partout en Afrique. Il y a également le refus
de passer le pouvoir d'un candidat sortant battu. C'est-à-dire ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Gbagbo qui est battu à une élection, qui refuse de passer le pouvoir. Il y a donc c'est des mouvements qui sont de plus en plus réprimés. Or, l'armée ayant pris conscience que non seulement l'Union africaine allait condamner son action, l'Union européenne également, elle a décidé de composer maintenant avec le peuple, question de donner une légitimité au mouvement qu'elle menait. Et effectivement, le mouvement a produit des fruits, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'effusion de sang et le peuple s'est senti dans l'obligation de célébrer le départ de M. Mugabe, en réalité. À vous écouter, justement, l'action stratégique menée par l'armée s'appuyer sur le peuple afin de légitimer son acte justifierait la non-condamnation de l'Union européenne, de l'Union africaine, effectivement, qui sont des institutions justement qui n'encouragent pas la violence pour la prise du pouvoir. Effectivement, vous voyez, depuis le film qui a débouché sur le départ de M. Mugabe, l'Union africaine a juste donné un communiqué où il appelait l'armée à la retenue. Vous voyez, c'est-à-dire à la retenue. Et elle n'a pas jusqu'ici donné de condamnation. Et vous voyez même à la fin, lorsque M. Mugabe dépose sa démission, c'est-à-dire M. Fakir, le président de la Commission africaine, salue l'acte de M. Mugabe par un communiqué. Donc l'armée a, je crois que c'est, sans être le promoteur des coups d'État ici, je pense quand même que c'est une leçon de coup d'État que l'armée zimbabwéenne a donné à l'Afrique. Bon, c'est vrai aussi qu'elle a tenu compte que fallait-il organiser un coup d'État brutal, parce qu'un coup d'État brutal aurait amené les bailleurs de fonds, les partenaires du Zimbabwe à couper les vivres dans un pays qui est déjà délabré. Je pense quand même que M. Chiwanga on va évoquer justement la santé économique du Zimbabwe. Restons un peu sur cette action de l'armée pour dire que est-ce que cette transition du pouvoir observée aujourd'hui à Zimbabwe est un bon signe pour une suite meilleure des Zimbabwéens? Vous savez, depuis 2008, c'est-à-dire les relations entre le Zimbabwe et ce qu'on peut appeler la communauté internationale, les relations ont été détériorées. Donc le Zimbabwe était sous le coup de plusieurs sanctions économiques. Je crois que l'arrivée au pouvoir de M. Emmerson Mnangagwa constitue une embellie. On va voir peut-être des réformes qu'il mettra en place pourront peut-être susciter l'attention de la communauté internationale vers ce pays. Il y avait déjà l'homme Mugabe qui faisait problème. Bon, on se dit qu'avec le temps, M. Mugabe est parti. Je crois que la coopération entre le Zimbabwe et ses partenaires extérieurs en matière de développement pourra redécoller. Observons quand même que l'arrivée de Emmerson Mnangagwa, comme vous le dites, c'est une embellie, mais seulement il n'a pas une image aussi positive que cela, puisqu'on sait qu'il est comptable des actions posées par Robert Mugabe. Est-ce que lui ne devrait pas faire ce qu'on appelle du marketing politique pour soigner un peu cette image de crocodile qui colle à sa peau? L'image de crocodile, lui-même, il assume déjà cette image. En disant que, et vous savez bien, l'image du crocodile. Le crocodile, c'est cet animal-là qui a une caractéristique, la patience. C'est-à-dire, le crocodile, c'est un animal qui sait attendre. Peut-être son moment est arrivé aussi d'écrire son nom dans l'histoire du Zimbabwe. On le présente aussi comme quelqu'un qui n'est pas du tout magnanime. Il n'est pas magnanime, il n'a même pas, avant la situation, c'était un monsieur qui était redouté par les Zimbabwéens. C'est-à-dire, vous savez, monsieur Mnangagwa, qui a 113 ans aujourd'hui, c'est le compagnon de route de M. Mugabe dans la lutte contre l'apartheid et la lutte contre la colonisation du colon britannique. Donc c'est un monsieur qui a pris aux côtés de Mugabe, donc du jour au lendemain, revêtir les habits de ce grand démocrate, c'est-à-dire me laisse un peu pantois. Vous savez, la démocratie africaine souffre d'un problème, Madame Françoise Mbappé. C'est le problème de régénération des élites, le renouvellement des élites. Vous voyez un monsieur comme Mnangagwa, 73 ans, qui a appris les méthodes de répression
du jour au lendemain, est-ce qu'il est disposé à changer de discours? Laissons voir les choses, ainsi comme les anglo-saxons disent. Maintenant qu'il assure l'intérim, est-ce qu'il pourra se présenter à la prochaine élection présidentielle annoncée pour l'été 2018? La Constitution à ce niveau-là n'est pas favorable parce qu'elle est claire que monsieur qui assure l'intérim est amené à conduire le mandat à bon terme. Mais comme la ZANU-PF, c'est un parti d'État, c'est-à-dire c'est un parti dominant, il n'est pas exclu de voir M. Mnangagwa s'appuyer sur les faucons du régime Mugabe pour organiser une révision constitutionnelle. Et généralement, chaque coup d'État ou chaque révolution qui arrive a ce côté de modification ou de révision constitutionnelle. Généralement, parce qu'aujourd'hui, il dit qu'il est le monsieur qui va apporter la démocratie au Zimbabwe. Il n'est pas exclu de voir une modification de la Constitution à ce niveau. Ce n'est pas ce qu'on souhaite de toutes les façons pour ce pays-là. On souhaite que la transition demeure pacifique et qu'elle pourrait prendre justement les formes de cette transition pour que cette ZANU-PF-là demeure au pouvoir. Hormis Emmerson Mnangagwa, n'y a-t-il pas d'autres factions qui peuvent émerger? Il y a la Constitution qu'il faut réviser, bien entendu, parce que à cette Constitution-là, il y a une bonne place à donner à l'opposition. N'oublions pas que l'opposition a longtemps été bâillonnée au Zimbabwe. Il y a le statut d'opposant qu'il faut définir. Il y a également la limitation du nombre de mandats. Il y a aussi que les autres aspects, les autres piliers de la démocratie, notamment la liberté d'expression, la bonne gouvernance, doivent être introduites à cette nouvelle constitution si jamais M. Mnangagwa est disposé à opérer les réformes dans ce secteur. Il y a aussi, concernant le débat sur la possibilité d'une autre candidature dans la ZANU-PF, là c'est un débat qui est intérieur au parti. Donc c'est au cadre du parti de s'asseoir, de voir aussi, de juger en fonction des tendances qui émergent dans le parti, s'il y a moyen de mettre au devant de la scène des nouvelles élites politiques à ce niveau. Donc, ce n'est pas une question qui est rattachée à la Constitution, parce que la Constitution, l'État doit être détaché des mouvements politiques. Si vous le voulez, docteur, abordons à présent les défis qui interpellent l'actuel chef d'État zimbabwéen sur le plan économique. Il semblerait que le Zimbabwe aujourd'hui semble être un pays très pauvre. Bien entendu, cette pauvreté a généralement été imputée à M. Mugabe avec sa réforme agraire des années 2000. Vous savez, M. Mugabe a introduit une réforme dans les années 2000, la réforme agraire qui consistait à retirer le trop-plein de terres appartenant aux Blancs et les redistribuer aux Noirs. Mais sauf que... Mais ce n'était pas à lui de travailler à la place de ses compatriotes africains. Bien entendu, sauf que lorsqu'il a... Aux Noirs, je veux dire. Oui, lorsqu'il a eu à mener cette réforme, il n'a pas... on dit, je n'ai jamais mis les pieds au Zimbabwe, on dit que ces terres qui ont été récupérées n'ont jamais été mises à la disposition du Zimbabwéen de la rue. Ce sont les faucons, les barons du régime qui se sont taillés la part du lion et par conséquent, le Zimbabwe qui était considéré comme le grenier de l'Afrique australe, c'est-à-dire a sombré, l'agriculture a connu, on appelle ça comment, un reflux, au point où, au fil du temps, le Zimbabwe s'est retrouvé considéré comme un État pauvre au fil du temps. Donc, je crois que l'un des défis... Est-ce que ce n'est pas aussi parce que sur le plan politique, avec l'élection de 2008, où on a estimé qu'il a voulu la victoire de Morgan Tsvangirai, les bailleurs de fonds ont pratiquement supprimé ou coupé tout vivre à la Zimbabwe? Là, c'est la conséquence. À ce niveau-là, c'est la conséquence. Parce qu'il faut refaire le film des éléments à partir des années 2000. M. Mugabe adopte la réforme agraire. C'est-à-dire, ça fait quoi? Ça fait que l'économie zimbabwéenne chute. Parce que ceux à qui il a redistribué les terres n'ont pas les moyens adéquats pour maintenir cette agriculture au top. Et les événements de 2008, c'est-à-dire viennent juste boucler le processus qui avait déjà été enclenché dès le départ. Parce qu'on a longtemps considéré M. Morgan Tsvangirai comme le candidat de l'extérieur. Oui, un monsieur qui était à la solde du colon. Et par conséquent,
M. Mugabe s'est vu infliger des peines et des sanctions venant de la communauté internationale au point où le dollar zimbabwéen a connu une certaine dépréciation. Docteur Marc Luciani Ewodo, merci pour votre disponibilité. C'est nous qui vous remercions, Madame Françoise Mbappé. Un tour dans le monde, point final. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 12h30 sur la CRTV. D'ici là, vos réactions sont attendues sur la page Facebook d'Un Tour dans le monde. Excellent week-end à tous.